Chers téléspectateurs, téléspectatrices de Metro News, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la semaine. Au sommaire, une vingtaine de personnes ont été tuées ce jeudi à Pont-Sondé lors d'une attaque menée par des membres du gang de Savian qui sème la terreur dans la région du Bar-Tibonite. Plusieurs centaines de personnes se sont réfugiées à Sémar. En grève depuis environ 2 semaines, les employés de la DGI revendiquent de meilleures conditions de travail. Ils ont annoncé qu'ils mettront fin à leur mouvement une fois leur demande satisfaite. Également au titre de ce jeudi, un avion privé transportant des anguilles s'est écrasé dans la ville d'Écaille, causant la mort d'au moins 2 personnes, à savoir le pilote et le copilote. On démarre ce journal par ce drame qui est arrivé à Pont-Sondé où une attaque menée ce jeudi par des membres du gang Grand Griffe de Savian a fait au moins 20 morts et près d'une centaine de blessés. Fuyant l'insécurité, plusieurs centaines de personnes se sont réfugiées sur une place publique à Sémar. La cité de Nissage-Saget a été en proie à une forte tension, obligeant de nombreux parents à récupérer leurs enfants à l'école. Selon notre correspondant, la police nationale n'a fait aucune déclaration concernant d'éventuelles mesures de sécurité pour contrer les bandes criminelles. Notre correspondant Mario Charles est en ligne avec nous pour nous apporter plus de précisions. Mario Charles, bonsoir, bienvenue sur Métropole. Bonsoir Béline, bonsoir à tout auditeur, auditrice Radio Métropole. Jeudi 3 octobre, il y a une vingtaine de personnes perdu la vie au niveau de Pont-Sondé. Ou même qui se correspondant, nous, est-ce qu'on a plus de détails sur ce qui passé, dans quel contexte les gens ont perdu la vie? Effectivement, jeudi 3 octobre 2024, là, aux environs de 3 heures dans le matin, eh bien, bandit base Grand Griffe qui localisé dans Savian. Eh bien, depuis quelques mois, ils ont monté sur route nationale numéro 1, c'est là où stabilisé dans une petite zone qui est les Carrefour-Pays. Eh bien, pendant 3 mois, ça donc, bandits, ils n'ont pas suspendre. Eh bien, terroriser la population, base à Tibonite là. Et c'est si n'importe qui qui a passé pour aller dans le Grand Noir, donc, toujours victime en bas, mais bandits, ça Eh bien, jeudi, de très tôt, donc, ils ont envahi Pont-Sondé, ils ont rentré Caïmounio, gagné environ une vingtaine de monde qui a perdu la vie, sans compter une centaine de membres de la population qui ont même blessé gravement grave en bas bandit et Savier qui localisé sur national numéro 1, zone Carrefour-Pays. Et c'est pour nous préciser, pour nous dire que, donc hier, mercredi, à travers des stations de radio locales, bandit était déjà annoncé. Nixon Elan, qui lui-même c'est chef bandit Savier, eh bien, t'es monté radio pour te faire connaître que, donc, la prière pour attaquer, pour sonder les comme ça, maman petite Marie Ceinture. Donc, finalement, eh bien, matin, pendant que la population était dans le sommeil, ils ont envahi, eh bien, pour sonder, ils ont fait quantité de dégâts, ça, ils ont roulé plusieurs cailles, gagné des établissements qui ont même pris du feu. Donc, mon a couru, mon a monté les tonnes dans le moment que n'a parlé à là. Est-ce que tu as un bilan qui est disponible, Mario Charles, sur ce qui passe aujourd'hui? Donc, bilan, il y a encore partiel, c'est environ une vingtaine de monde qui perdent la vie. C'est sûr qu'il est capable d'augmenter. Parce qu'il y a des gens qui mourent dans la rage, il y a des gens qui mourent dans de l'eau, mais il y a ça autour qui calciné, qui brûlé. Donc, nous connaissons effectif là véritablement, mais c'est environ une vingtaine. Il y a des gens qui parlaient d'environ une trentaine, mais non pas justifier ça, parce que de temps en temps, l'hôpital Saint-Nicolas a recevoir cadavres qui a venir rentrer ses marques sous motocyclette, moto 3 roues, moto 2 roues, puisque nous connaissons que machine pas capable de fréquenter route là. Donc, de temps en temps, l'hôpital Saint-Nicolas a recevoir cadavres. Donc, nous avons dit que c'est environ une vingtaine, et Jacques Mwendoula, monde pas capable de rentrer pour sonder, et bandits, puisque nous connaissons que pour sonder, il y a plusieurs monde qui la donnent. Donc, bandits, c'est pas un seul côté que ils ont fait massacre ça, c'est plusieurs zones dans Pont-Sondé, plusieurs quartiers dans Pont-Sondé au passé, et bien, criblé en babal.
On dit nous que Bandi a annoncé ça sur radio locale. Est-ce que bon côté la police nationale pas de pièce mesure qui te prend? Est-ce que population en tout bon côté pas lui pas monter ça les brigades justement pour essayer contrecarrer action criminelle ça yo? Oui, donc la police s'étendait à l'être là mais pas rien qui fait. Pas rien qui fait jusqu'à ce que eh bandits ont exécuté ça qui a été dit. Eh bien, il y a quelques membres de la population en zone Pont-Sondé, dans le pont même, il y a une brigade. Donc, n'importe qui connaît Pont-Sondé, fleuve la Tibonite là, c'est les mêmes qui traversaient pour aller tomber dans la commune Grande Saline. Donc, c'est là, eh bien, la population qui est tête aux coalition, qui a contré carré bandit. Eh bien, je ne connais que dans le Sahara, donc c'est le qui est puis Abdomé, puis Kabicha, eh bien, bandit, yo envahi. Donc, yo pas t'attendre à ça, malgré que tu à l'aide. Il n'y a pas d'attendre à ça. Et c'est pour nous dire qu'il y a un peu de membres dans la coalition qui perdu. Il y a un directeur marché que tout le monde connaît sous nom Guéry. Donc, il est victime, il a perdu la vie. Donc, finalement, pas bien monde pensé que bandit yo t'a rentré dans poste de Josia et ça qui veut dire que toute quantité monde ça ont perdu la vie et faut préciser pour nous dire ça à Rose. Donc bandit a toujours dit qu'il a rentré pour sonner. Et depuis au final de pour sonner, c'est ça qu'il a venu parce que gros problème pour eux-mêmes, barricade c'est pour sonner qu'il est malgré la police qu'on fait de va-et-vient, mais la police paraît impuissante devant bandits. Il y a un sous-commissariat qui pensait à quelques mètres de Carrefour-Pay. Eh bien, le commissariat, ça allait vide, pas de monde qui la donne, pas de policiers qui la donne. Donc, ça te permet à ce que la population les livrer à lui-même. Il y a un autre sous-commissariat encore, pour nous préciser, qui en dans pensée même. Dans ODVA, Organisme de développement de la vallée de la Tibonite, un sous-commissariat qui l'a fait patrouille pour les questions conflits terriens, eh bien, tout commissariat, ça donc pas capable de résister en bas Balzamio, en bandit. Donc, tout policier, ça même, depuis la fuite, dans le moment que nous avons parlé là, ils ont quitté le commissariat à Pont-Sondé, ils viennent pour refuge au SEMA. Pour nous capable finir, Mario Charles, en réaction, il y a une conférence de presse qui baille conjointement entre commissaires gouvernement, M. Vincent François ensemble avec commissaire police Jean-Jude Chéry, qui élément qui dit dans la conférence là et qui mesure que a annoncé que vous le prend justement pour contrer action criminelle. Oui, effectivement, après action ça, donc commissaire gouvernement, M. Vincent François que nous avons rencontré et avec lui, il fait connaître que malgré des marches il fait, il n'a pas jamais abouti à rien. Il n'y a jamais ni la police ni la justice moyen pour qu'ils soient capables de bien traquer bandits qui rendent la vie population impossible. Monsieur dit que dans ce même qui se passe là, il a recevoir un malhonnête côté que il est allé de bon côté responsable de la capitale là pour presse pour te recevoir. Monsieur dit c'est peine perdue, il n'a pas recevoir lui. Donc finalement, il va contre qui ça pour le faire encore. Il dit que c'est lenteur, autorité responsable au plus haut niveau de l'État, donc qui pourrait agir, lui-même n'est pas capable de faire rien devant situation ça parce que nous pas de moyens. Après, le commissaire gouvernement, les mêmes qui étaient parlé avec nous après l'événement, nous avons rencontré avec le commissaire police CP Jude Chéry, mais qui lui-même a tenté répondre pour faire connaître que donc la police est à pied d'œuvre, pour faire connaître que malgré pas de moyens, mais on ne peut pas baisser les bras. Mais nous connaissons que la police, nous-mêmes qui qui avec eux, nous que la police pas de moyens. Imaginons que par rapport à tout ça qui a passé dans le département, pas gagné, ils ont blindé. Pas gagné, blindé dans le département pour faciliter la circulation population. Donc la police des bras balancés. D'ailleurs la police, bandit a plus gros armes passées et la police. Donc commissaire Jude Chéry fait connaître que la population mettait tête frette. Donc il y a un contrôle de situation. Donc, Mario Charles, si nous comprenons bien, après Zach Brigandais que bandit a fait, est-ce que la police sous place, est-ce que la police a fait des patrouilles, soit au niveau de Pont-Sondé ou bien même au niveau de Saint-Marc? Non, la police est plus organisée au niveau de Saint-Marc. Mais au niveau de Pont-Sondé, Carrefour-Pay, donc la police pas mettre pied là. La police pas présent là. Donc la population est livrée à lui-même. La police n'est pas présent. D'accord? Et que c'est ça qui veut mettre à ce que, donc, quantité de monde même perdu la vie, j'ai que me dit là.
Donc, population livrée, il va imaginer que dans la déclaration, eh bien, le commissaire de police a fait, il demande des populations pour qu'ils soient capables de faire brigade, de faire des groupes, pour capables de contrecarrer, pour renforcer la sécurité avec la police. Donc, vous avez imaginé que la population qui était des bras balancés, il livrait à lui-même, mais ceux qui ont contrecarré, bandit ça. Donc, le commissaire Jude Chéri, qui lui-même a tenté de répondre à une question journaliste, pour connaître qu'il y a un contrôle de situation, alors ce commissariat, il même toujours été vide. Pas de monde pour sonder dans le moment qu'il n'a pas parlé. Là, tout le monde a vidé ses marques, parce que c'est ses marques qui plus près. Donc, vidé ses marques. Et les gens qui côté dans le moment qu'on a parlé, là, sous place Philippe Guerrier, sous place publique, là, dans ces marques, il y a un peu de qui logé dans l'école nationale, il y a un peu de qui dans l'autre petite zone, dans petit point, dans le club, c'est là qui est. Donc, puis tu as capable de triste par rapport à volume de monde qui quittait pour sonder. Et c'est ce monde qui quittait pour sonder ça, c'est pas monde pour sonder qui n'est pas originaire de Ponson de Curie. C'est monde qui était en train de déplacer, qui sortit Petite Rivière, qui sortit Préval, qui sortit Mogé, zone ça c'est section communale Petite Rivière de la Tibonite. Il y a monde qui sortit dans zone Poterie, il y a ça qui sortit Liancourt, dans commune, toujours dans la commune Liancourt. Donc pour ça, il y a le refuge au Ponson. Donc par rapport avec ça qui passé jeudi 3 octobre 2024 là, tout le volume de ça qu'on y a, il y a rentré CEMAC, dans le moment que n'a parlé à là, qui vient un véritable danger parce que de temps en temps, vous avez des courir dans ces marques, on dit que même bandit ça vient après entrer ces marques. SOS, justement, SOS donc pour habitants Pont-Sondé avec Saint-Marc. Mario Charles, merci en pile pour toute précision, ça. Merci Méline, à tout à l'heure. Merci encore. Voilà donc les précisions de notre correspondant Mario Charles. Il nous apportait tous les détails nécessaires concernant ce drame au niveau de Pont-Sondé. Autre point à la une de ce soir, la République dominicaine a annoncé un plan d'expulsion immédiate visant à renvoyer 10 000 Haïtiens sans papier par semaine pour lutter contre l'immigration illégale. Le gouvernement dominicain justifie cette action par des résultats insuffisants de la mission multinationale en Haïti. Depuis 2020, le président Luis Abinader a renforcé la politique migratoire, incluant la construction d'un mur de 164 km à la frontière. Le plan prévoit aussi un renforcement de la surveillance aux frontières avec des équipements spécialisés. Notre correspondant en République dominicaine, Jean-Michel Carrois, apporte plus de détails. Il répondait aux questions de Réti Fortuné. Bonsoir, monsieur Jean-Michel Carrois. Merci infiniment de votre disponibilité pour Métropole. Merci à vous et bonsoir à toutes et à tous. Oui, la nouvelle, c'est que le gouvernement dominicain a pris de nouvelles mesures dans le cadre de sa politique migratoire et ça concerne directement les Haïtiens. Parlez-nous un peu de ces nouvelles mesures prises par le gouvernement dominicain. Oui, alors effectivement, hier, le président Luis Abinader, entouré de plusieurs hauts fonctionnaires, a annoncé un nouveau plan intégral, a-t-il dit, pour faire face à ce qu'il a appelé la crise migratoire, donc au nombre important de migrants haïtiens qui se trouvent en situation irrégulière, selon lui toujours, sur le territoire dominicain. Il a justifié ce plan intégral par les peu de progrès de la mission internationale, non multinationale en Haïti, dirigée par les Kenyans, en disant que les résultats n'étaient pas à la hauteur de ce que souhaitait la République dominicaine et donc que le danger existait toujours pour la République dominicaine et que donc ce plan intégral en 7 points était destiné à faire face à cette situation. Alors les principaux points, c'est il a annoncé que il déporterait jusqu'à 10 000 Haïtiens par semaine, que la direction de migration et les organismes militaires déporteraient il a dit jusqu'à 10 000 Haïtiens par semaine, ce qui serait 2 fois plus que la moyenne des mois de l'an dernier et du début de l'année 2024. Donc une forte augmentation des rapatriements et des déportations. Il a également annoncé un renforcement du dispositif à la frontière. Il a annoncé un renforcement des moyens
mis à la disposition de la Direction générale de migration, donc qui est chargée d'appliquer la politique migratoire en République dominicaine. Et il a souligné que ces mesures se prendraient dans le respect des droits humains et que les droits des migrants haïtiens seraient respectés. Alors, c'est évidemment une question qui se pose vu ce qui s'est passé récemment, où on sait par les nombreux témoignages vidéo qui ont été enregistrés que les violations de droits humains sont très fréquentes lors de ces rafles, de ces opérations de la direction de migration. Il faut ajouter que le directeur général de migration a été changé ces derniers jours. C'est désormais un militaire, Lee Ballester, qui est à la tête de la direction de migration, ce qui, pour un certain nombre de commentateurs, n'est pas une garantie que les choses iront mieux en termes de respect des droits humains. Donc, il y a des réactions, je dirais, diverses et variées à ces nouvelles mesures. Euh, la plupart des commentateurs applaudissent. Il y a une montée, je dirais, de la crainte des conséquences de la crise haïtienne en République dominicaine qui nourrit un discours xénophobe anti-haïtien qu'on a vu monter donc depuis plusieurs mois. Donc un discours de l'extrême droite qui s'est diffusé dans les médias. Il y a des défenseurs des droits humains qui s'inquiètent des conséquences de ces nouvelles mesures en disant que 10 000 migrants rapatriés par semaine, ce sera impossible de respecter les droits humains de ces personnes et qu'en plus, l'État dominicain, la direction de migration et les différents organismes n'ont pas les moyens en transport, les moyens techniques, les moyens pour mettre en œuvre ce plan. Donc, un certain nombre de commentateurs jugent ces annonces, disons, politiques, mais difficiles à mettre en œuvre. Oui, justement, j'allais y arriver parce qu'on a dit que c'est une décision à effet immédiat. Est-ce que déjà il y a un processus en cours pour faciliter cette décision? Alors, vous savez, les rafles, les arrestations de migrants ou supposés migrants, parce qu'il y a, comme je vous le disais, beaucoup de bavures dans ces rafles, n'ont pas cessé. Euh, la décision du président a été annoncée hier, donc on n'a pas encore de bilan de la journée d'aujourd'hui, mais il y avait eu ces dernières semaines une accélération des déportations, des rapatriements, et il faut prévoir, il faut s'attendre à ce que ce processus d'augmentation continue. Il n'a pas dit, comme je vous le répète, que ce serait 10 000 par semaine, il a dit jusqu'à 10 000 par semaine, donc il faut s'attendre à une augmentation des rapatriements. Il a également dit qu'il y aurait une concertation avec les autorités haïtiennes de manière à ce que les personnes rapatriées, déportées, soient accueillies dans des conditions dignes à la frontière. Et ça encore, ça a été dit plusieurs fois, mais c'est pas toujours suivi des faits. Les droits de ces migrants expulsés ne sont pas toujours respectés, d'autant plus qu'il y a un autre problème qui s'est posé à plusieurs reprises, c'est que dans ces rafles sont inclus des dominicains noirs ou des descendants d'Haïtiens qui avaient la nationalité dominicaine, comme vous le savez, qui ont été dénationalisés, dépouillés de leur nationalité dominicaine en 2013 par une sentence du tribunal constitutionnel, ce qui fait que vous avez plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont de fait apatrides, qui ne sont plus dominicaines, qui ne peuvent plus avoir la cédula, le document d'identité dominicain, mais qui n'ont plus de lien avec Haïti parce que bien souvent il s'agit de petits-enfants, voire d'arrière-petits-enfants de migrants haïtiens qui sont venus le siècle dernier et certains d'entre eux ne savent même pas de quelle région d'Haïti venaient leurs ancêtres. Donc il y a une situation très compliquée sur le plan des droits humains et bon, vous savez mieux que moi, la ministre haïtienne Dominique Dupuy a annoncé qu'elle se concerterait avec les ONG et avec les organismes internationaux.
cette décision, en tout cas, va à l'encontre de ce qu'avaient demandé les Nations Unies. Le responsable des Nations Unies pour les réfugiés avait demandé à la République dominicaine, à plusieurs reprises d'ailleurs, de freiner, de ralentir, voire d'arrêter ces déportations massives, ce que le président Abinader n'avait pas fait. Alors pourquoi l'a-t-il fait aujourd'hui? Je pense qu'il y a deux raisons principales. La première raison, c'est pour maintenir et accentuer, je dirais, la pression sur la communauté internationale. Il l'avait d'ailleurs annoncé en filigrane lors de sa présence à l'Assemblée générale des Nations unies la semaine dernière, en disant que la communauté internationale ne répondait pas à ses engagements, notamment engagements financiers, pour la mission multinationale d'appui à la police haïtienne. Et donc, il souhaite pressionner la communauté internationale de manière à ce que cette mission soit mieux dotée et puisse atteindre de meilleurs résultats en termes de rétablissement donc de la sécurité et d'un éventuel processus démocratique en Haïti. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est la pression d'un secteur médiatique très important et d'un secteur politique. Pratiquement, je dirais, tous les leaders politiques ont emboîté le pas pour des raisons parfois démagogiques. Je cite par exemple l'ex-président Leonel Fernandez, qui à une époque n'avait pas ce discours et qui maintenant est un de ceux qui disent que le pays est complètement envahi par les migrants haïtiens. Donc je crois que cette pression, je dirais, de l'opinion publique, en partie manipulée par les médias, par les réseaux sociaux, enfin c'est un phénomène qui n'est pas propre à la République dominicaine, qu'on voit dans de nombreux pays européens, qu'on voit aux États-Unis dans le discours de Trump. C'est toujours les migrants qui sont les boucs émissaires dans ce genre de situation. Et là, en l'occurrence, il s'agit des migrants haïtiens. On ne parle pas des migrants vénézuéliens qui sont de plus en plus nombreux à venir en République dominicaine ou des migrants d'autres pays, des Cubains ou d'autres pays qui viennent en République dominicaine et qui ne sont pas stigmatisés comme le sont les migrants haïtiens. Alors cependant, il faut dire aussi qu'un certain nombre de secteurs économiques s'inquiètent de ces mesures. Pourquoi? Parce qu'ils dépendent très largement de la main-d'œuvre haïtienne. Je pense notamment aux producteurs de bananes. La République dominicaine est le principal exportateur de bananes biologiques, notamment vers l'Europe. Et ce secteur emploie de très nombreux travailleurs haïtiens et réclame qu'ils soient en règle. Et ça, c'est un des autres problèmes. Les autorités dominicaines ne donnent pas les documents, y compris à des personnes, des migrants haïtiens qui sont là depuis longtemps, des années. Il est très difficile de renouveler son permis de résidence. Il est de plus en plus difficile. À la fois, on leur demande des documents, on leur demande des preuves de ressources financières, des assurances. Donc, c'est un vrai problème pour les migrants, y compris ceux qui avaient des documents en règle, de les faire renouveler. Alors, je parlais du secteur de la banane. Il y a d'autres secteurs agricoles qui sont également très dépendants de la main-d'œuvre haïtienne, le café, le riz, où on trouve jusqu'à 90% de travailleurs d'origine haïtienne ou migrants haïtiens. Et puis, vous avez également le secteur très important de la construction, qui est un secteur qui dépend aussi très largement de la main-d'œuvre haïtienne. Et puis, ce qui est vrai, c'est qu'on voit de plus en plus de migrants haïtiens dans ce qu'on appelle ici le motoconcho, le transport sur les mobylettes, sur les petites motos. On en voit de plus en plus également dans le commerce informel. Et c'est ça, je pense, qui donne des arguments au secteur xénophobe et l'extrême droite dominicaine pour dire que le pays est envahi, qu'on est en train de perdre la dominicanité, comme ils disent, que l'invasion haïtienne est en train de prendre le contrôle du pays. Ce qui est un discours qu'on entend, comme je disais, dans de grands médias. Malheureusement, il n'y a pas un discours rationnel, c'est un discours souvent irrationnel, qui est empreint
de cette haine du migrant qu'on voit comme aux États-Unis avec Trump et à Springfield, une affaire que vous avez sûrement suivie de près, où c'est évidemment plus facile de prendre les migrants comme les coupables de tous les maux du pays. Merci infiniment, Jean-Michel Kawa, de votre disponibilité. De rien, merci à vous. En réaction à la déclaration du gouvernement dominicain concernant la déportation massive de jusqu'à 10 000 Haïtiens par semaine, la ministre des Affaires étrangères, Dominique Dupuis, dans une publication sur le réseau social X, a exprimé son inquiétude face à ces mesures jugées discriminatoires, en rappelant l'importance du respect des droits fondamentaux de chaque individu concerné. Elle a également annoncé un renforcement des capacités des missions diplomatiques et consulaires haïtiennes pour mieux assister les ressortissants en République dominicaine. Par ailleurs, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger prévoit une rencontre avec des organisations de la société civile et des agences internationales pour définir une stratégie de soutien aux personnes touchées. Autre dossier, grève à la DGI. Les employés des directions générales des impôts dans les 10 départements du pays sont en grève depuis 2 semaines, revendiquant de meilleures conditions de travail. Parmi leurs demandes figure une augmentation salariale, une révision de la carte de débit, la fourniture de matériel pour répondre aux besoins des usagers, ainsi que la révocation de l'actuel directeur général. Ce jeudi, une équipe de métropole s'est rendue sur place. Reportage Rodolphe Yerluy. Les employés de la DGI, répartis dans les 10 départements du pays, ont décidé de suspendre leurs activités afin de dénoncer leurs conditions de travail jugées insatisfaisantes. Qui joue qu'à comprendre journée aujourd'hui pour un employé à toucher 22 000 gouttes. Avec inflation ça, avec taux de dollar, qui ça employé qu'a fait avec 17 000 gouttes, avec 20 000 gouttes. Nous dit, faut qu'il y ait un ajustement qui fait. Nous demandons statut particulier pour DGI. Nous demandons 4 yo, faut qu'il augmente 4 de débit yo bail là. Il y a une prime chaque 3 mois qui ont qu'à comprendre des séries de nègres 6 millions de gouttes pour bailler des séries d'employés 25 000 gouttes. Ils pointent du doigt la cherté de la vie, l'inflation croissante, sans que l'État ne réponde par une augmentation de leur salaire. Nous sommes fatigués et maltraités. Parmi tous les employés de l'administration publique, nous sommes ceux qui souffrent le plus, a déclaré l'un d'entre eux faisant office de porte-parole de ses pairs. Tout le monde sans cesse faut voir sous 10. Discrimination aller trop loin. Qui depuis que nous rentrons dans DGI, faut que c'est tout le monde qui peut gagner 4 de débit. Ni moun 116 qui pas gagner 4 de débit, faut tout joindre 4 de débit. Parce que moun sa c'est des séries de moun qui a fait 4 mois, 6 mois yo pas payé yo, mais si yo gonti 4 de débit chaque mois y a joindre au moins l'a soutenir. Leurs revendications ne se limitent pas à une hausse salariale. Les grévistes affirment être déterminés à maintenir ce mouvement jusqu'à ce que l'État réponde favorablement à l'ensemble de leurs doléances. Il faut qu'il y ait DGI, il faut qu'il y ait finance, il faut qu'il y ait primature et yo ka répondre à ensemble aux revendications nous. Dans toute histoire DGI, c'est la première fois DGI arrivé dans un état critique comme ça. Chaque monde qui a dit DGI crasé. 90% DGI, et on a raison, grève nous tout parce que nous pas qu'à contribuer au service. Là, on vient nous pas gagner matériel pour nous, matériel de perception pour nous servir. C'est une année fiscale qui commence justement sur fond de crise. D'ailleurs, il y a plus de 2 semaines, depuis le 23 septembre jusqu'à aujourd'hui, 3 octobre, il y a une grève qui a été lancée par des employés de la Direction générale des impôts. Et c'est dans ce même contexte que l'année fiscale, la nouvelle année fiscale débute le 1er octobre. C'est dans ce contexte également que le gouvernement prévoit plus de 320 milliards de gourdes dans le budget national, alors que la DGI, qui contribue grandement dans les recettes fiscales, est en grève. Jusqu'à présent, les employés ne comptent pas laisser tomber
leur mouvement de protestation car ils réclament de meilleures conditions de travail. Mais du côté de la primature, du côté du ministère des Finances, du côté du directeur général de la DGI également, ils estiment qu'il y a un laxisme et par rapport à ce laxisme, ils n'entendent pas lâcher prise jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites afin que les usagers puissent eux-mêmes retrouver les services que fournit la DGI. Guy Trichoisi et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Pour refermer la page nationale, un avion privé de la compagnie Sahara Airways Express s'est écrasé ce jeudi 3 octobre à Miserde, 5e section de la commune d'Ekaï, causant la mort de 2 personnes. L'appareil immatriculé N404EC transportait de l'anguille lorsqu'il a quitté la piste de l'aéroport Antoine-Simon avant de s'écraser sur une propriété privée. Parmi les victimes figurent le pilote, un citoyen américain nommé Saint-Amour Guy Emmanuel, et le copilote, un haïtien du nom de Hans Claudio Blaise. L'avion qui avait quitté Jérémie vers 10h47 du matin venait d'atterrir au Cail avant l'accident, selon Madelson Raymond, propriétaire du chargement. Le constat de l'accident a été effectué par le juge de paix Paul Tart en présence des autorités locales, y compris des forces de l'ordre, des autorités judiciaires et communales. Nous sommes au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une. Une vingtaine de personnes ont été tuées ce jeudi à Pont-Saudé lors d'une attaque menée par des membres du gang de Savian qui sème la terreur dans la région du Bar-Thibonite. Plusieurs centaines de personnes se sont réfugiées à Sémar. En grève depuis environ 2 semaines, les employés de la DGI revendiquent de meilleures conditions de travail. Ils ont annoncé qu'ils mettront fin à leur mouvement une fois leur demande satisfaite. Et puis un avion privé transportant des anguilles s'est écrasé dans la ville d'Ekaï, causant la mort d'au moins 2 personnes, à savoir le pilote et le copilote. Voilà ce qui met fin à notre 4e édition de Métro News par la semaine. Merci infiniment de votre attention, chers téléspectateurs. On se retrouve demain vendredi pour la dernière édition. Bonsoir.